Bonjour Tatiana. Bon, alors comme toutes les semaines maintenant, nous allons faire une revue de presse de certaines vidéos que tu as choisies sur la presse russe. Alors Tatiana, dites-moi ce que tu aimes cette semaine et surtout après cette actualité invraisemblable. Enfin bon, euh, une trêve, pas Invraisemblable, une oui. trêve, comment, voilà. Alors, Ben, qu'est-ce que tu as vu toi à travers cette presse? la première chose, bon, il se passe beaucoup de choses. Donc, en tout cas, en Russie, déjà, c'est une très grande pays. Donc, a priori, je veux dire, il y a beaucoup de choses. C'est très difficile de choisir. La chose qui est donc beaucoup occupée des médias au début de la semaine, c'était donc cette sortie par le gazoduc des soldats russes. Donc, il y avait plus de 800 hommes, ce qui est quand même énorme quand on présente 800 hommes dans un passage, même s'il y avait plusieurs sorties, À Soulja, c'était une dans le- organisation absolument géniale. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup raconté et donné de nouvelles, justement, des détails, on va dire, de comment ça s'est passé. Et ça a pas mal, on va dire, occupé 2 ou 3 premiers jours de la semaine. Les interviews, il y avait beaucoup de vidéos, enfin, il y avait des vidéos qu'on a pris, mais qu'on n'a pas pu garder. On fait ça. Oui, il y a eu des vidéos qui ont été supprimées de YouTube, c'est ça, hein? Voilà. Donc, Alors, ça, qu'est-ce que c'est? alors là, c'est un grand gaillard qui raconte justement son Ну calvaire да, dans le ограниченного tuyau. диаметра была. Там Alors, все герои. Я вам скажу, кто вот заходил туда, вылазил, то есть знал, куда шел, то есть там все герои. Очень было интересно, очень хорошая задумка, и ну, мы понимали, je что trouve que нужно врасплох c'était très картину. intéressant et que c'était une très bonne idée Я с d'avoir fait азартом ça. туда пошел. Ну, там, Et там воздуха было мало, конечно, считайте. voilà, il y avait И стены были très peu не d'air, c'était свежего très воздуха. difficile à Все respirer. хорошо, в принципе, все. Я не знаю, ну, Et, обычные дело делали, je veux dire, on которые не voyait должны rien. были присутствовать. Ils sont sortis, effectivement, mais quand on voit leur По большей tête части нужно tout de suite à la было sortie, on dirait vraiment des petits diablotins. появиться там, где они очень этого Et не желали. on les И voit dans un появиться в таком hôpital, là, non? количестве и Ce qui est intéressant, c'est que donc les tuyaux étaient plus ou moins nettoyés, mais l'aspiration était difficile. Donc il y avait des personnes qui étaient empoisonnées. Il y a des personnes qui ont marqué de manque Eh, d'oxygène. Et surtout, ce qui est intéressant, la première personne qu'on a eue, c'est une personne qui mesure 1,95 m. Le tuyau, il faisait 1,40 m de diamètre. Donc, il fallait faire 15 kilomètres accroupi avec tout l'armement, avec toute organisation. Et ils ont commencé à préparer cette opération déjà au fin décembre. Il y avait déjà les Ukrainiens qui ont trouvé qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait se préparer. Donc, il y avait déjà des explosions et certains tuyaux étaient abîmés. mhm. Et il fallait construire autour de ces tuyaux des, euh, des petites pièces, des petites gardes dans lesquelles il fallait installer les petits hôpitaux avec les médicaments, avec la nourriture. Parce que les premiers soldats, quand ils commençaient, donc il fallait les préparer, les 800 hommes. Donc les premières sont rentrées, ils ont attendu 4 jours avant de commencer leur attaque. Donc 800 hommes pénétraient dans ces tuyaux-là avec des gens qui étaient déjà là depuis au moins 3 mois, qui ont préparé justement qu'ils ont préparé l'organisation qui était autour. Il y avait des médecins, il y avait des cuisiniers, il y avait des gens qui s'occupaient de, de tout ce qui était donc justement le nettoyage de tuyaux. Il fallait que des gens bombardent autour et surtout bombardent dans les endroits où ils allaient sortir parce qu'il y avait plusieurs endroits ils sont sortis. Il fallait aussi boucher le bruit de toute cette préparation. Donc c'était quand on dit que oui, ils ont pu le faire parce que les Américains, ils ont suspendu, on va dire, le partage des informations. Non, c'était quelque chose qui était prêt. Il fallait plusieurs mois pour préparer ça. Et au début, il y avait beaucoup de gens qui disent ils n'arriveront pas. Déjà, de faire 15 kilomètres accroupis, c'était pas évident. Mais dans les histoires de petites anecdotes, une fois qu'ils sont arrivés, donc les soldats là-bas, et à un moment donné, il fallait les évacuer. Et il y a deux types qui ont dit qu'ils n'allaient pas attendre les voitures parce qu'ils étaient pressés. Ils ont refait à deux tout ce chemin-là en arrière, 15 kilomètres. Et là, donc, ils ont mesuré les temps qu'il leur fallait donc parcourir tout ce chemin. Il leur fallait 15 heures.
15 heures pour faire 15 kilomètres. Bon, on prend en considération, c'est des pauses, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était extrêmement difficile, surtout l'attente. Ils disent que si on n'était pas très nombreux, moralement, c'était pas supportable. Mais le fait qu'ils étaient tous en masque, qu'ils se soutenaient entre eux, le fait que, enfin, je veux dire, il y avait toute une organisation morale. Il y a des gens qui ont l'habitude de travailler dans ce genre je veux dire, il y a des gens dont c'est le métier, qu'ils ont justement pendant plusieurs mois ont préparé donc les aménagements de toute cette organisation. Mais il y en a d'autres. Je dis, c'est les premières fois où ils se sont retrouvés dans un endroit où il n'y avait aucune sortie de secours. Donc c'était, je dis, on pouvait juste aller en avant, accroupi, des grands gaillards comme ça, accroupis, avec une manque d'air, avec des empoisonnements au gaz. Enfin, c'était assez impressionnant. Et quand ils sont sortis, tout noir en plus, c'est vrai, c'était un effet, c'est vraiment l'effet que c'était inattendu que c'était comme ça. Oui, mais tout noir, ça va. Bon, il n'y a pas besoin de camouflage. Oui, on va dire comme ça, voilà. Mais c'était assez génial. Mais il n'y avait pas que ça. Je veux dire, il y avait tout, je veux dire, c'était l'un des faits qui est arrivé, mais il y avait quand même, ça a permis de prendre en 4 jours des territoires absolument énormes et surtout, ça a complètement entouré les soldats, enfin, ukrainiens. C'est un très beau coup de commando. Mm. Voilà, énormément de commandos. Et donc, enfin, les gens en parlaient beaucoup, beaucoup de ce fait. Et donc, il y avait donc M. Poutine qui avait félicité justement non seulement donc les gens qui ont participé donc, à cette, on va dire, petite incursion. Quand même 800 hommes, c'est énorme. Hein, je veux dire, passer par un tuyau comme ça. L'idée est assez géniale. Mais il n'y avait pas que ça. Donc, pendant son intervention, justement, qui était filmée, qui était projetée sur nos télé en disant, oh, regardez, il est en uniforme militaire, oh, les méchants, méchants. Il a donc énuméré tous les brigades qui ont participé à ces combats-là et il y avait quand même énormément qui ont passé de l'autre côté. Donc, c'était vraiment je veux dire, l'organisation de cette prise n'était pas que les gens qui sont sortis de ce tuyau. Et c'était assez impressionnant. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de ça pendant D'accord. premier jour de la Et semaine. monsieur Poutine est venu à Kursk. Et il est venu justement on dit dans le QG du commandant des armées, justement pour, déjà pour féliciter, déjà pour voir ce que ça donne, de rassurer aussi des soldats sur le fait qu'ils allaient jusqu'au bout. Donc, de donner, voilà, c'était, voilà. Alors, il y a des gens qui en parlent de fait qu'on l'a vu en uniforme militaire, que ça peut être un signe. C'est pas les premières fois où il se trouve en uniforme militaire. De toute façon, à chaque fois quand il se déplace sur les camps de bataille, sur les champs de bataille, que ce soit, je dis, peu importe lequel, il porte toujours un uniforme militaire. Il faut quand même pas oublier que c'est un commandant en chef des armées. Donc, c'est un peu normal qu'il soit en uniforme. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir que sur son uniforme, il n'a aucune épaulette. Voilà, comme s'il se présentait en simple soldat. Mais il se présente systématiquement en uniforme militaire quand il se déplace Bon. sur les endroits militaires. Donc, Je là, croyais qu'on l'avait très peu vu en uniforme comme ça. ben, on l'a très peu montré en Occident. On Mhm. va dire ça comme ça. Mais c'est pas la première fois où je l'ai vu en uniforme scolaire, excusez-moi, en uniforme militaire, voilà. On C'est pas la connaît première fois. tous nos dirigeants comme Bush, par exemple, avec des uniformes aviateurs, comme d'ailleurs Macron également. Ben, Macron, c'est très souvent on voit en uniforme militaire, oui, oui, très très souvent. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Après, bon, il y a des gens qui interprètent que c'était une réponse, entre guillemets, pour la proposition de 30 jours d'arrêt de tir, ou peut-être que c'était on va dire, une façon de rassurer le peuple russe comme quoi il allait pas céder ou quelconque d'autre raison. Mais bon, peut-être c'est juste tout simplement parce qu'il s'est déplacé dans un endroit où il y a les combats. Dans ce cas-là, il se présente toujours en uniforme parce que c'est quand même les chefs des armées. C'était à Jeddah, en Arabie Saoudite. C'était à Jeddah, donc il y avait Rubio et Yermak. Donc Yermak, je vous dis encore une fois, tout le monde dit que c'est la véritable tête pensante qui dirige l'État ukrainien.
en disant que Zelensky c'est un peu l'avatar, mais Yermak, il est toujours dans l'ombre. Si on regarde les images officielles, il est toujours là. Le fait que c'est lui qui est mis en avant pour une fois et Rubio qui passe au-dessus de groupes de travail qui travaillent activement aujourd'hui. Donc, il y a un groupe russe et un groupe américain qui travaillent justement pour on va dire, trouver des accords sur de différents points mondiaux, l'Ukraine y compris. Donc, d'un seul coup, tu as ces deux petits diablotas qui ressortent d'une boîte et qui proposent cette trêve qui est complètement ahurissante, sans aucune contrepartie. Et c'est vrai que tout le monde a vu là-dedans une espèce de piège britannique en disant que, comment faire, quoi. Mais alors, Monsieur Poutine, finalement, est d'accord, peut-être, pour une Il trêve. est d'accord. Il est d'accord pour une trêve. Il a dit tout de suite, nous sommes pour, et il le dit avant même la guerre. Donc, les Russes, ils sont d'accord pour l'arrêt des combats. Après, Mais, quelles mais, mais, conditions? mais, mais il faut savoir qui va participer, qui va contrôler la trêve. Ben, oui, c'est très Ce sont les important de se... troupes qui peuvent contrôler une trêve, parce qu'il y a des troupes. Automatiquement, il y a des troupes qui devraient être là. Mais qui? Voilà. Quelles? Ben alors, les propositions que moi j'ai entendues, c'était déjà par satellite, avec une collaboration entre les Américains, les Russes et les Chinois. On a entendu beaucoup donc de armées qui seraient des armées internationales, pas du tout européennes. Et j'ai entendu parler d'une zone neutre de quelle Odessa donc soit partie. Et D'accord, là, mais pour contrôler une zone neutre, il faut quand même des hommes. Il faut une armée. on a parlé au premier lieu sur ces 30 jours de contrôle satellite, de contrôle renforcé satellite. C'est ce que j'ai attendu dire. Attends, là, je suis pas militaire, j'ai attendu dire cette proposition-là et j'ai attendu d'une zone neutre de laquelle tous les soldats soient retirés. Tous. Donc, une zone neutre sur laquelle il n'y aura pas de soldats qui sera contrôlée par satellite. Là, vous savez très bien C'est que ce que j'ai attendu. Écoute, je suis pas avec Monsieur les Poutine. terroristes, etc. Enfin bon, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, les civils se transforment, ils ont des armes, et puis voilà. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est Donc pour ça que je il faut dis des tout forces ça. sur place. Mais des forces d'où? Parce que les Européens, niet, apparemment. Les Indiens, les Européens, vous connaissez des Indiens? Je ne crois pas. Écoute, les Européens, écoute, je suis désolé, les Européens aujourd'hui, ils sont hors jeu. Ceux qui négocient aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne, les Américains et les Russes. L'Europe, La Grande-Bretagne c'est, ne je voudra veux pas, dire, la Grande-Bretagne ne voudra pas des Indiens. non, non, il ne voudra pas. Il ne voudra même pas la zone démilitarisée ukrainienne, enfin, je dis Odessa. Il ne voudra jamais que Odessa soit partie d'une zone neutre. Odessa, c'est leur pont fort. Enfin, je veux dire, Bon, la d'accord, mais Grande-Bretagne a besoin d'Odessa. En dehors des zones neutres, pour l'instant, les troupes, personne, ça va être un bazar épouvantable. C'est pour ça qu'on part d'une grande zone neutre dans laquelle on part d'un principe qu'il n'y aura pas de soldats. Mais ça va être un Mais bazar ce n'est qu'un épouvantable. principe. Ce n'est Mais qu'un ça va principe, être parce un que bazar bon, épouvantable. Et surtout, je te dis encore une fois, non seulement les Britanniques vont jamais dire oui, mais je veux dire, cette proposition de 30 jours, elle n'est jamais venue de président de l'Ukraine. Oh, mais Yermak, officiellement, même si tout le monde sait que c'est un peu, on va dire, les cardinaux gris, Yermak, il n'a pas d'autorisation officielle de cette proposition-là. Et Zelensky ne l'a jamais signée. Zelensky, il continue de dire que non, 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 on ne cède pas un iot de territoire. Donc, je veux dire, alors, de toute façon, Tatiana, qui a parlé de zone neutre? c'est les Russes. Les Russes, enfin, Poutine a proposé justement dans ses propositions d'arrangement de ça, donc dans ce qu'il a répondu, on a parlé d'une zone neutre qui va donc d'Odessa jusqu'à Kharkov, un grand territoire sur lequel il n'y aura pas d'armée ni russe ni ukrainienne, ni étrangère. Et Mhm. cette zone-là pourrait être surveillée par des satellites chinois, russes et américains. C'est D'accord. la proposition aujourd'hui qui a été mise sur la table, celle que j'ai entendue. Voilà. Odessa, une ville dans laquelle normalement on ne doit pas avoir de soldats. Aucun soldat. Et ça, la Grande-Bretagne ne va jamais, jamais l'accepter. Je veux dire, c'est la ville pour laquelle ils se battent aujourd'hui. Ils ont besoin de contrôler la mer Noire. Donc, forcément, ça ne va pas marcher. Mais si ça ne va pas marcher, ce ne sera pas la faute ni aux Russes, ni aux Américains.
Donc, à suivre. Oui, mais les Anglais, enfin les Britanniques, ils comptent. Enfin, qui dit britannique, je te parle pas des pays, ça va de soi. Je te parle de toute cette organisation dans laquelle aujourd'hui les démocrates, je veux dire, des partis américains, ils sont plein dedans, quoi. Donc, non, non, quand je dis britannique, c'est pareil, c'est un avatar que je mets sur cette, on va dire, sur cette, sur les personnes pour qui l'Ukraine était, on va dire, un grand, un dossier à Voilà, gérer. si les Américains et les Russes s'entendent là-dessus, les Oui, Britanniques n'ont rien bien sûr, à dire. bien sûr, Toi, bien les sûr. Britanniques ou les pros, je ne sais quoi, n'ont plus rien à dire. Donc, mais ils peuvent toujours avoir des provocations. Des provocations, il y en aura de toute façon de la part d'Azov, etc., etc. Il y en aura. C'est pour ça il faudrait quand même avoir des troupes. C'est que Mais quelles il y troupes? en aura évidemment. N'oublie pas que les gens, toutes les milices d'extrême droite ukrainiennes ont combattu les Russes jusqu'en 55, alors que les Russes étaient arrivés en 45 en Ukraine. Nous sommes d'accord qu'il y aura des Battu les Russes provocations. jusqu'en 55, 10 ans de combat. Je suis d'accord qu'il y aura des provocations. Je suis d'accord que ça va pas être évident. De toute façon, ça va pas être évident. Même si la paix est signée, ça va être comme ça. Donc après, c'est une question d'organisation et de gestion. Et ça va être comme ça, non seulement sur cette zone-là, mais comme j'ai dit aussi en Europe. Parce que tous ces gens-là aujourd'hui, qui ne sont pas sur le front, mais qui attrapent des gens justement pour les envoyer au front, qui ont gagné énormément d'argent et qui ont commis des actes de violence absolument horribles, où est-ce qu'ils vont partir tous en Alors, Ukraine? Tatiana, tu voulais me parler des violences à Soudja. Oui, c'était ça aussi, il y a des images absolument horribles. Ce qui est horrible, c'est que, tu vois, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas autant d'informations, autant d'images, et je veux dire, quand on a su ce qui s'est passé, c'était avec le temps. Là, on les a directement, d'autant plus que les Ukrainiens font tout pour que ça circule sur TikTok, sur Telegram. Donc, c'est des violences qu'ils reçoivent. Et on se demande même si c'est pas fait justement pour, comment dire, il faut gérer la paix après. Comment veux-tu que les deux peuples arrivent à vivre en paix après qu'ils ont vu toutes ces images-là? Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on découvre des images absolument horribles. Enfin, je veux dire des violences, des corps qu'on retrouve enterrés je veux dire, dans les jardins des bâtiments avec. On voit les violences qu'ils ont subies. Des vieux, des femmes, des enfants. Enfin, des enfants non, des enfants on dit comme ça. Les hommes contre les murs, les femmes au bordel, les enfants pour les organes. Déjà rien que cette phrase-là, elle te glace le sang. Donc, je veux dire, ce qui va être très difficile à jurer, c'est justement la cohabitation entre ces deux peuples. Et non, mais la paix, on peut très bien gagner une guerre, on n'est pas sûr de gagner la paix. Donc, ça va être très, très, très difficile dans les mois, voire années à venir. Parce que, et c'est pour ça que Poutine, M. Poutine a dit que les soldats qu'on attrape, qu'on a mis en prison aujourd'hui dans ces zones-là, sont considérés comme des terroristes, justement en rapport avec toutes ces violences, je dis qu'on découvre petit à petit et qui glacent le sang. Donc, et parmi eux, donc, il paraît qu'il y a énormément d'étrangers. Donc, c'est vrai, quand M. Trump dit que ce serait bien si M. Poutine soit un peu humaniste par rapport à tous ces soldats-là, ça se questionne, voilà. Mais bon, c'est comment dire encore une fois à suivre. Oui, Monsieur Vance a peut-être aussi un autre cousin qui est en train de combattre encore en Ukraine, hein, comme son premier cousin, là. Peut-être, je sais pas. Écoute, moi, comme tu dis toujours, il y a de la propagande de deux côtés. Et les images que je veux, c'est vrai que, enfin, mais c'est même pas les images russes, quoi. C'est les images qui sont balancées par l'Ukraine, quoi. Oui, 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 C'est mais vraiment, on a envie que les c'est Russes soient simplement au pour courant de ça. mais je sais, j'ai vu sur Telegram des images atroces, mais c'est simplement pour intimider l'autre, et intimider les autres. Parce Je que pense ils que savent c'est très pas bien vraiment pour intimider. que tout le monde regarde Telegram des deux côtés. Donc Je voilà. pense que c'est pour faire que ces peuples-là n'arrivent jamais à s'entendre. Pour qu'il y a toujours un fossé entre les deux. Alors, Je pense que Tatiana, c'est ça, c'est le énormément propre pour de la ça. guerre civile. Ouais. Le Bref. propre de la guerre civile, Parlons de parce que choses plus les rigolotes, deux s'il te plaît. communautés vont pouvoir Mm. se revoir
à Moscou, il n'y a pas que la guerre. Voilà. Donc, j'ai choisi deux autres petites vidéos parmi les tas d'autres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Ah, Fashion qu'est-ce que c'est que Week c'est? à Moscou? Alors, c'est la semaine de mode. Voilà. C'est la Ouais. semaine de mode moscovite. Donc, il y a énormément, énormément de, voilà. Il y a 200, plus de 200 donc, marques enfin, qui présentent, qui Mhm. viennent de partout dans le monde. Ah, qui viennent de partout dans Voilà. le Donc, monde. voilà, il y a 200 pays qui sont présents. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est un monsieur qui vient de l'Afrique du Sud. Ouais. Voilà. C'est drôle, tu as vu, ils ont les cheveux rouges. Tu sais Oui, pourquoi? oui, ils ont teint les cheveux. Non, parce que ils disent que les hommes, quand ils voulaient séduire les femmes, ils s'éteignaient les visages et les cheveux pour se rendre plus beaux. Взять, например, Voilà. черный костюм, шелковые лацканы и черный пояс. Камни на нем блестят, как бриллианты. Voilà. Ah oui, ben c'est comme à Paris alors. Donc là, ça, c'est moscovite. Enfin, c'est les marques russes que tu vas défiler. Donc, le monsieur dit que c'est très intéressant de voir comment donc travaillent les autres. Enfin, blablabla, blablabla, Alors, habituel qu'on peut dire dans ce genre de situation. et alors il y a beaucoup de moscovites, enfin de Russes qui s'habillent Voilà, comme ça, ça. les personnes qui défilent. Donc là, c'est un créateur russe Ah qui oui. dit qu'il s'est imprégné justement de folklore, voilà, avec ses longues manches. Là. Donc c'est la personne qu'on a interviewée, donc qui a composé ces vêtements. Donc elle explique qu'il s'est beaucoup inspiré de, de la mode justement, tu vois, ces longues manches un peu ouvertes comme ça, Ouais, ouais. donc du folklore russe. La robe qui a pris un mois de travail, voilà, donc tout a été tricoté et accroché par la main. Voilà. Brodé, Donc, ouais. je traduis parce que j'ai déjà, on va dire, regardé, ça va de soi. Je reste quand même on va dire, une fille. Mhm. Voilà. Donc, c'est vrai, ça ressemble un tout petit peu à la mode européenne. C'est un peu dommage, mais bon. Non, pas Et trop en fait. voilà. Donc, il y a la semaine C'est un de événement mode important en Russie? important. Je pense que c'est moins Mhm. important qu'à Paris. Mhm. Mais c'est important, surtout ce qui est important, ce qu'on met en avant des marques et des maisons qui sont donc qui viennent d'autres pays que l'Occident. Voilà. Il y a beaucoup de sociétés russes, beaucoup donc on va dire créateurs russes, mais il y a aussi des créateurs qui viennent un petit peu de partout dans le monde, comme tu as vu déjà, même de l'Afrique. Et c'est intéressant de voir qu'on peut, entre guillemets, ce qui est intéressant de voir qu'on peut déjà vivre sans Occident, mais on peut aussi le virer petit à petit, parce que l'Occident, par la suite, plus il va tarder, plus il aura du mal à trouver comment dire, plus il aura du mal à rentrer dans ces niches-là qui jusque-là étaient ces niches à lui, quoi, personnelles. Bon, voilà. Comme quoi, on peut vivre en dehors de la mode à Paris. Et Tatiana, vous croyez que les entreprises françaises vont pouvoir revenir en Russie? Je l'espère. Mais ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de places qui sont déjà prises par des Russes et qui sont justement en train de paniquer en disant que oui, si on nous enlève les sanctions, tous ces marques ils vont revenir, et ils vont reprendre je veux dire, tous notre ce qu'on s'est mis là. Et donc, et là, on les rassure en disant ils pourront revenir, mais pas du tout sous les mêmes conditions. Déjà, ils n'auront plus le droit de sortir l'argent du pays. Donc, s'ils ont des bénéfices, il faut que les bénéfices restent au pays. Et il y aura donc les conditions qui sont différentes. Tous les places qui sont déjà prises aujourd'hui par d'autres pays, je dirais, ils auront du mal à les bouger. Voilà. Donc, plus l'Europe attend, plus il y aura du mal. Mais tout ce qui est LVMH, hein, ça n'a jamais été parti. Je te jure. Hein. Donc, tout ce qui est donc Louis Vuitton et compagnie, ils sont tous là et que ça continue à marcher comme avant. LVMH, Oui. il est très bien imprégné en Russie. Ah bon? Ouais, Et, ouais, ouais. alors, j'ai vu que Renault tentait de revenir. Ouais. Bah, il peut toujours tenter. Comme Ikea, aujourd'hui, les gens disent Ikea, ah non merci, on a tout ce qu'il faut maintenant chez nous à la place. Où j'ai vu Donc, je ça? sais Je pas crois que j'ai comment vu ça ça dans se fait, mais Capital, Renault. Ikea, c'est vraiment l'entreprise contre laquelle les Russes, je veux dire, se posent le plus. Hein.
Je sais pas comment ça se fait, mais c'est celles qui disent ah non 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 non. Il y a plein d'autres qui disent oui pourquoi pas, d'accord, mais IKEA, je sais pas pourquoi, mais ils disent non 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 non. Les meubles en carton, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors regarde ce monsieur-là, regarde ce grand monsieur avec ses petites lunettes. Ben c'est un monsieur qui a battu le Turc. Tu vois cette image? On a beaucoup parlé de ce Turc qui a impressionné tout le monde aux Jeux Olympiques, qui est sorti, qui avait donc pas de viseur, rien, il a pris son pistolet, il a fait paf, 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 paf. Lui, celui-ci qui a donc la tête comment dire, de grand geek là, ben il a battu le Turc je dirais, sans aucun souci. Voilà. Donc c'est le c'est non, comment dire, c'est les grands tirailleurs russes, voilà, donc qui a battu le Turc au fusil, donc non, au pistolet, au tir à pistolet, voilà. Donc c'est les championnats du monde tir au pistolet, voilà. Donc comme quoi, tu vois, si les Russes ils étaient aux Jeux Olympiques, ben c'est pas sûr que c'est de Turcs qu'on aura parlé, voilà. Bon. Donc c'est le championnat du monde de tir. Et donc, c'est les jeunes athlètes qui sont de retour à Moscou. Et donc, l'interview qui était faite donc, directement à l'arrivée de l'avion. Ah, Voilà, c'est les championnats d'Europe. Donc, je ne sais pas dans quelle ville c'était. Donc, c'était les championnats d'Europe. oui. Et donc pas du monde. Oui, je me suis trompée. Et donc, Idriss Aberkan, à l'époque, a fait toute une émission parlant de ce fameux Turc, donc, qui a fait vraiment, qui a tiré comme ça, il paf, 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 qui était hyper fort. Ben, il y a qui sont plus forts. Et donc, Ben c'est des voilà. grands binaclars russes, ils arrivent à battre les plus forts championnats, donc l'Europe. Voilà. Donc, comme quoi, je veux dire, je comprends pourquoi on laisse pas les Russes d'aller aux Jeux Olympiques. Alors là, oui, il faut pas qu'ils gagnent. Mmh. Entre leurs machines à laver avec lesquelles ils font des chars. Avant de finir, la dernière petite blague, tu sais qu'ils ont un gros problème maintenant en Russie avec tous les réparateurs de machines à laver. À chaque fois qu'ils en amènent un pour réparer ne serait-ce qu'un tout petit bidule, il n'y a rien à faire, ils construisent une char. Il n'y Oh. a rien à faire. Ils arrivent pour réparer une machine à laver qui a un char à la place. Ah, c'est embêtant quand même. Ah oui, 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 non. Tiens, dans les appartements russes, tu te retrouves avec un char comme ça à Ouais, l'étage dans c'est grave. Oui, voilà. Donc, ce sera, comment dire, la petite blague du jour. Il faudrait donner à un Russe la machine à laver de Madame von der Leyen pour voir ce qu'elle... Tu penses qu'elle a des machines à laver? Tu penses qu'elle sait comment ça marche, une machine à laver, Madame Vardalayen? Avec ses petits pois là, comme ça. Ma jumelle maléfique. Ouh, ouh, je suis la plus forte. Je vais vendre Poutine à moi toute seule avec mes petits bras. Ouh. Bref, tout ça, comment dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Tatiana. À la Merci à semaine toi, prochaine, Philippe. alors, pour une Allez, nouvelle revue de presse. merci beaucoup à toi. Au revoir.